Sous la banque, une foreuse mord le béton et le coffre du Banco Central tremble enfin. Restez jusqu'au bout, vous verrez comment un faux jardin cache le braquage le plus fou du Brésil. Des sacs gonflés de billets glissent dans l'obscurité pendant que Fortaleza dort au-dessus d'eux. Au matin, les policiers découvrent un trou net dans le sol de la salle forte. Ce n'est pas un cambriolage brutal, c'est une opération souterraine préparée pendant des mois. Le premier indice mène à une petite maison louée, à quelques dizaines de mètres. Sur la façade, rien d'inquiétant, seulement une entreprise de pelouse artificielle. Mais derrière cette vitrine banale, le sol descend vers un secret impossible. Nous sommes à Fortaleza, au nord-est du Brésil, en août 2005. La cible est l'agence locale du Banco Central, gardienne d'une fortune en billets usagés. Ces billets ne sont pas neufs, donc presque impossibles à tracer individuellement. Pour les voleurs, c'est une promesse simple, disparaître avec de l'argent déjà anonyme. Alors ils louent une maison proche de la banque, sous une identité commerciale rassurante. Et personne ne sait encore pourquoi ces jardiniers transportent autant de terre. Leur couverture tient parce qu'elle explique le bruit, les camions et les matériaux. Sous le plancher, ils creusent un tunnel d'environ 4 mètres de profondeur. Le passage avance lentement vers la banque, sur près de 80 mètres. Il est assez grand pour ramper, pas assez pour pardonner une erreur. Une poutre qui cède, et toute l'opération devient un tombeau. Pour respirer, ils installent ventilation, éclairage et même une ligne de communication. Au-dessus, les voisins voient surtout des hommes polis, occupés et étonnamment discrets. Mais chaque nuit, le tunnel se rapproche d'un mur que personne ne doit entendre. Ce mur, c'est la salle forte du Banco Central. Les voleurs savent qu'ils ne peuvent pas entrer par les portes. Alors ils choisissent l'endroit auquel la sécurité pense le moins, le dessous. Le casse se joue pendant un week-end quand l'agence est fermée. Les perceuses attaquent le béton armé, pendant que la ville continue sa nuit. S'ils déclenchent une alarme, tout ce travail s'effondre en quelques minutes. Mais le trou s'ouvre et la salle forte apparaît au-dessus de leurs lampes. Ils ne prennent pas tout, seulement ce qu'ils peuvent déplacer avant lundi. Le butin annoncé atteint environ 70 millions de dollars. En monnaie brésilienne, cela représente des dizaines de millions de réais en billets empilés. Le poids est énorme et c'est maintenant leur pire ennemi. Chaque sac doit parcourir le tunnel, puis ressortir par la maison de façade. Au petit matin, l'argent quitte la banque sans franchir aucune porte. C'est là que le plan devient encore plus fragile. Le lundi 8 août 2005, les employés reviennent et sentent que quelque chose cloche. Dans la salle forte, le sol est éventré et les billets ont disparu. Les enquêteurs comprennent vite que les voleurs ne sont pas venus d'en haut. La presse filme le tunnel et le Brésil découvre une scène presque irréelle. On parle aussitôt d'un des plus grands braquages bancaires jamais vus. Mais le vrai choc arrive quand la police visite la maison louée. La fausse entreprise a disparu, laissant derrière elle des indices et beaucoup de terre. Le tunnel par-delà, parfaitement aligné vers la salle forte. Ce n'était pas une bande improvisée, mais une organisation avec argent, patience et spécialistes. Les soupçons finissent par tourner autour d'Antonio Jussivan Alves dos Santos, surnommé Alemão. D'autres noms émergent, parce que déplacer une fortune pareille exige trop de mains. La cavale commence et l'argent se disperse plus vite que les mandats. Très vite, l'affaire quitte le simple braquage et bascule dans la violence. Un suspect lié au butin, Luis Fernando Ribeiro, est enlevé après le casse. Malgré le paiement d'une rançon rapportée par la presse, il est retrouvé mort. Le trésor attire désormais les criminels, les ravisseurs et les traîtres. La police récupère une partie de l'argent, mais le reste s'évapore. Certaines arrestations arrivent vite, d'autres prendront des années. Alemão est arrêté plus tard, après une longue traque médiatisée. Pourtant, même les arrestations ne referment pas complètement le dossier. Car une question reste suspendue, plus lourde que les sacs de billets. Comment un tunnel de cette taille a-t-il pu progresser sans être stoppé? Le casse révèle une vérité glaçante, la meilleure serrure peut oublier le sol. À Fortaleza, les voleurs n'ont pas forcé la porte de la banque.
Ils ont simplement décidé que l'entrée serait 4 mètres plus bas. Une mère pousse un landau dans une rue vide, puis s'arrête net devant une forme blanche dans l'herbe. Si vous restez jusqu'au bout, vous allez comprendre pourquoi ce corps va faire trembler Los Angeles pendant des décennies. Quelques minutes plus tard, les voitures de police surgissent sur South Norton Avenue, pneus dans la poussière, sirènes ouvertes. Les enquêteurs croient découvrir un meurtre, mais ils entrent dans un piège médiatique que personne ne pourra refermer. Un photographe lève son flash, un inspecteur crie qu'on recule et la foule grossit déjà derrière la ligne. Le premier secret tombe, la victime n'a aucun papier sur elle. Nous sommes le 15 janvier 1947, dans le quartier de Leimert Park. La femme qui vient d'appeler la police s'appelle Betty Bersinger, et elle promenait sa petite fille quand elle a cru voir un mannequin cassé. Le corps est identifié grâce aux empreintes digitales transmises à Washington. Son nom, Elizabeth Short, 22 ans, originaire du Massachusetts. Dans les journaux, son visage apparaît partout, lèvres sombres, regard fixe, robe noire. Los Angeles vient de lui donner un surnom, le Dahlia Noir. Mais ce surnom va dévorer la vraie personne. Avant d'être une affaire, Elizabeth est une jeune femme qui cherche sa place entre petits boulots, pensions et rêves de cinéma. Mais ce que personne ne sait encore, c'est qu'elle a disparu 6 jours avant d'être retrouvée. La dernière trace solide la place au Biltmore Hotel, au centre-ville de Los Angeles, le 9 janvier. Elle attend dans le hall, élégante, visible, puis elle sort et s'efface. Le Biltmore est alors un palace de rendez-vous, de studios, de soldats démobilisés et de promesses rapides. Dans cette foule, un détail manque encore. Avec qui Elizabeth quitte-t-elle vraiment l'hôtel? Les enquêteurs remontent ces derniers jours. San Diego, puis Los Angeles, des amis, des connaissances, des chambres temporaires. Chaque témoignage ajoute une porte, mais aucune ne s'ouvre complètement. À la morgue, les médecins constatent des blessures terribles et une mise en scène calculée. Le tueur n'a pas seulement tué, il a voulu que la ville regarde. La presse s'empare de l'affaire avec une violence inouïe. Fausses pistes, portraits romancés, détails intimes, promesses de révélation. Et bientôt, quelqu'un décide d'écrire directement aux journaux. Le 24 janvier, le Los Angeles Examiner reçoit un paquet. À l'intérieur, des effets personnels d'Elizabeth, dont son carnet d'adresses soigneusement nettoyé à l'essence. Le message est signé d'une formule glaçante « Here is Dahlia's belongings ». Ce n'est plus seulement une enquête, c'est une conversation publique avec l'ombre du tueur. La police reçoit des aveux par dizaines. Des hommes se dénoncent, des voisins accusent, des voyants écrivent et les lignes téléphoniques saturent. Mais les aveux se contredisent, les indices matériels restent minces. Et plus l'affaire devient célèbre, plus la vérité se couvre de bruit. Parmi les noms qui circulent, certains sont interrogés puis relâchés. Aucun suspect n'est inculpé pour le meurtre d'Elizabeth Short. Le dossier grossit pendant des mois, puis des années, jusqu'à devenir un labyrinthe. À chaque nouvelle théorie, un fait résiste. Personne ne peut prouver où Elizabeth a passé ses 6 dernières nuits. Los Angeles, elle, change de décor. Les studios brillent, les autoroutes arrivent, les vieux hôtels ferment leurs secrets. Mais dans les archives, le visage d'Elizabeth reste immobile. Le crime inspire des livres, des films, des confessions tardives et même des accusations familiales spectaculaires. Certaines pistes fascinent le public, mais la justice ne les transforme jamais en condamnation. Aujourd'hui encore, l'affaire du Dahlia Noir reste officiellement non résolue. Le plus troublant n'est pas seulement que le tueur ait disparu, c'est qu'il a réussi à faire d'Elizabeth Short une énigme plus célèbre que sa vie. Alors il faut finir là où tout a commencé. Un terrain vague, un matin froid, une ville qui regarde trop tard. Elizabeth Short n'est pas un surnom, ni une légende noire. C'est une victime dont le nom continue de demander une réponse. Un hélicoptère plonge sur le toit de la prison de Grasse en plein 14 juillet. Restez jusqu'au bout, vous allez découvrir comment Pascal Payet transforme les prisons françaises en pistes d'atterrissage, avant de disparaître sous les yeux de tout le pays. Des hommes cagoulés jaillissent, armes en main. En quelques secondes, ils contrôlent la cour, crient des ordres et cherchent un seul détenu. Pascal Payet court vers l'appareil.
Le moteur hurle, la France célèbre sa fête nationale, et lui s'envole hors de sa cellule. À la télévision, l'information tombe comme une gifle. Un détenu dangereux vient de s'évader par les airs. Son nom est déjà connu des policiers, Pascal Payet. Pour comprendre cette scène irréelle, il faut revenir 10 ans en arrière. Avant les hélicoptères, avant la légende, il y a un braquage qui tourne au drame. Le 27 novembre 1997, dans les Bouches-du-Rhône, un fourgon blindé est attaqué. Un convoyeur de fonds est tué. L'enquête remonte jusqu'à Pascal Payet, né à Montpellier, passé par Marseille, déjà identifié dans le milieu du grand banditisme. Il n'est pas encore un symbole, il devient un homme traqué. Les années passent, les dossiers s'empilent, les auditions s'enchaînent et le nom Payet entre dans les couloirs de la justice. Il est incarcéré à la maison d'arrêt de Luynes, près d'Aix-en-Provence. Un établissement moderne, surveillé, entouré de murs hauts, mais avec un point faible au-dessus de la tête. Dans une prison, tout est pensé pour empêcher un homme de sortir par la porte. Mais personne ne peut vraiment verrouiller le ciel. En octobre 2001, un hélicoptère se pose brutalement sur le toit de Luynes. À bord, des complices viennent chercher Pascal Payet. La manœuvre est folle, mais elle fonctionne. Payet quitte la prison par les airs, laissant derrière lui des surveillants sidérés. Les journaux parlent d'une évasion spectaculaire. Pour l'administration pénitentiaire, c'est une humiliation nationale. Payet disparaît dans la nature. Route secondaire, planque, faux contact, sa fuite devient une affaire de méthode. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car ce qui frappe les enquêteurs, ce n'est pas seulement qu'il soit parti, c'est qu'il recommence à viser la même prison. 2 ans plus tard, un autre hélicoptère est détourné. Cette fois, l'opération ne sert pas seulement à fuir, elle sert à faire sortir d'autres détenus. En 2003, 3 prisonniers s'évadent de Luynes par hélicoptère. Payet est soupçonné d'avoir participé à l'organisation depuis l'extérieur. Pour les policiers, une évidence s'impose. Ils ne cherchent plus seulement un fugitif. Ils cherchent un homme capable de monter des opérations aériennes contre l'État. Les médias lui donnent alors un surnom qui va lui coller à la peau, le roi de l'évasion. Un titre dangereux parce qu'il nourrit autant la peur que la fascination. La cavale finit pourtant par se fissurer. En 2005, Pascal Payet est arrêté après plusieurs années de fuite. Il repasse dans les mains de la justice. Cette fois, l'administration sait qu'elle ne peut plus le traiter comme un détenu ordinaire. En 2006, il est condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour le braquage mortel de 1997. La peine est lourde et le message est clair. Payet doit disparaître derrière les murs. Pour éviter une nouvelle fuite, on le déplace souvent. Payet devient un détenu à haut risque, un nom que les surveillants prononcent avec prudence. Mais multiplier les transferts ne suffit pas toujours. Chaque déplacement crée des habitudes, chaque prison a ses angles morts. À l'été 2007, Payet est incarcéré à la maison d'arrêt de Grasse, dans les Alpes-Maritimes. Dehors, la Côte d'Azur est en pleine saison, bruyante, lumineuse, distraite. Le 14 juillet, la France regarde les défilés, les feux d'artifice, les cérémonies. C'est précisément ce jour-là que le plan se déclenche. Un hélicoptère est détourné depuis la région de Cannes. Le pilote est contraint d'obéir. L'appareil file vers Grasse. Sous lui, les villas, les collines, les routes de vacances, puis soudain, les murs de la prison. Sur le toit, tout se joue en moins de temps qu'il n'en faut pour comprendre. Les complices atterrissent, Payet monte, l'hélicoptère repart. La prison vient d'être percée par le ciel pour la 3e fois dans la trajectoire de Payet. 2 de ses propres évasions se sont faites par hélicoptère. Les chaînes d'infos s'emballent. Comment un détenu aussi surveillé a-t-il pu être extrait d'une prison française en pleine journée? Le pilote est abandonné plus loin, indemne. Payet, lui, s'évapore avec ses complices. Alors commence une traque internationale. Les enquêteurs savent qu'un homme comme lui ne peut pas rester longtemps avec le même visage, le même nom, les mêmes habitudes. Les frontières deviennent des lignes de chasse. Espagne, planque, faux papiers possibles. Chaque indice est vérifié. En septembre 2007, la piste mène à Mataró, en Catalogne, au nord de Barcelone. Payet n'est plus dans le décor de ses anciennes cavales. Il est en territoire espagnol. La police espagnole intervient.
Pascal Payet est arrêté, après moins de 3 mois de fuite. Les images de son arrestation referment brutalement la parenthèse. L'homme qui avait quitté Grasse par les airs revient dans le système par les menottes. Après son retour en France, son cas devient un symbole. Il rappelle à l'administration pénitentiaire une vérité gênante. La sécurité ne se mesure pas seulement en murs, mais aussi en imagination criminelle. Pascal Payet n'est pas devenu célèbre par un seul exploit, mais par une répétition impossible. S'évader, organiser, recommencer. Et c'est cela qui a fait de lui l'un des fugitifs les plus redoutés de France. Dans la nuit glacée, une tente est éventrée de l'intérieur et 9 silhouettes fuient pieds nus dans la neige. Restez jusqu'au bout, vous allez voir comment une randonnée soviétique banale devient l'une des énigmes les plus troublantes du XXe siècle. Le vent hurle sur le mont Kolatsiakhl, la montagne morte dans la langue mansi. À l'intérieur, personne ne prend le temps de mettre ses bottes. Quelques heures plus tard, au bas de la pente, un feu minuscule lutte sous un cèdre. 2 corps sont là, presque sans vêtements, comme s'ils avaient à préférer le froid à ce qu'ils avaient vu plus haut. Tout commence à Sverdlovsk, aujourd'hui Ekaterinbourg, en janvier 1959. 10 jeunes randonneurs expérimentés préparent une expédition de ski dans le nord de l'Oural. Le chef s'appelle Igor Dyatlov. Il a 23 ans, il est étudiant à l'Institut Polytechnique de l'Oural, méthodique, respecté, obsédé par la radio et la montagne. Avec lui, Zina Kolmogorova, Lyudmila Dubinina, Rustem Slobodin, Yuri Doroshenko, Yuri Krivonichenko, Alexander Kolevatov, Nikolai Thibault-Brignol, Semyon Zolotaryov et Yuri Yudin. Ils visent l'Otorten, une montagne isolée, difficile, mais pas impossible. Le 27 janvier, le groupe quitte Visey, dernier village habité sur leur route. Ils rient, prennent des photos, écrivent dans leur carnet. Un seul survivra, Yuri Yudin. Le 28 janvier, malade, il fait demi-tour, sans savoir qu'il vient de dire adieu à ses amis pour toujours. Les autres avancent vers une zone presque vide de toute présence humaine. Dans leurs photos, on voit des visages fatigués, des skis dans la poudreuse et cette confiance tranquille des gens qui savent ce qu'ils font. Le 31 janvier, ils atteignent la limite des arbres. Devant eux, il n'y a plus qu'une pente nue, balayée par le vent. Le 1er février, une erreur de navigation les pousse sur le flanc du Kolatsiakhl. Au lieu de redescendre vers la forêt, ils dressent la tente sur la pente exposée. C'est leur dernier camp. Le soir, ils mangent, plaisantent peut-être, remplissent les pages d'un journal collectif satirique retrouvé plus tard dans la tente. Puis le silence. À Sverdlovsk, les familles attendent un télégramme qui ne vient pas. Le 20 février, les recherches commencent vraiment. Étudiants, soldats, pilotes et habitants mansis fouillent l'immensité blanche. Le 26 février, les secouristes trouvent la tente. Elle est à moitié ensevelie, encore fixée sur la pente, mais lacérée de l'intérieur. À l'intérieur, il reste des bottes, des manteaux, de la nourriture, des objets personnels. Dehors, des traces de pas descendent lentement vers la forêt, comme si le groupe n'avait pas couru, mais marché dans la tempête. Sous un grand cèdre, les sauveteurs découvrent Yuri Doroshenko et Yuri Krivonichenko. Ils sont pieds nus ou presque, près des restes d'un feu, avec des branches brisées jusqu'à plusieurs mètres de hauteur. Entre le cèdre et la tente, 3 autres corps sont retrouvés séparément, Dyatlov, Kolmogorova et Slobodin. Leur position suggère qu'ils ont tenté de remonter vers le camp. L'autopsie parle d'hypothermie pour les premiers corps. Rustem Slobodin a aussi une fracture du crâne, mais les médecins ne la jugent pas forcément mortelle. Puis la neige fond. Le 4 mai 1959, dans un ravin plus loin dans la forêt, les 4 derniers sont retrouvés sous plusieurs mètres de neige. Les blessures sont terribles. Côte fracturée pour Lyudmila Dubinina et Semyon Zolotaryov, fracture du crâne pour Nikolai Thibault-Brignol. Le médecin compare la force nécessaire à celle d'un accident de voiture. Autre détail qui va nourrir des décennies de rumeurs. Certains vêtements présentent des traces de radioactivité. Mais ces niveaux restent limités, et au moins 2 membres avaient déjà travaillé dans des environnements liés au nucléaire. L'enquête soviétique se referme en mai 1959 sur une formule étrange.
Une force irrésistible a causé leur mort. Pas de meurtrier identifié, pas de procès, pas d'explication claire. Alors les hypothèses explosent. Attaque Mansi, prisonniers évadés, tests militaires secrets, boules de feu, panique collective. Certaines sont spectaculaires, mais aucune ne colle parfaitement à tous les faits. En 2019, la Russie rouvre officiellement le dossier. En 2020, les procureurs concluent à une avalanche de plaques, suivie d'une fuite désorientée dans le froid. Des chercheurs suisses, Johan Gaume et Alexander Puzrin, publient ensuite une modélisation expliquant comment une petite avalanche retardée aurait pu frapper la tente et provoquer des blessures graves. Leur travail rend la théorie plus crédible, mais il ne fait pas disparaître tous les doutes. Pourquoi sortir presque sans vêtements? Pourquoi descendre si loin? Pourquoi certains meurent au cèdre, d'autres dans un ravin et d'autres encore en tentant de revenir? Aujourd'hui, le col porte le nom de Dyatlov. Et sur cette pente blanche, l'histoire ne dit peut-être pas qu'un monstre est venu. Elle dit quelque chose de plus effrayant encore. Parfois, la nature, la nuit et une seule mauvaise décision suffisent à effacer 9 vies. Un nuage brûlant dévale le Vésuve et avale les rues de Pompéi. Restez jusqu'au bout. Vous allez découvrir pourquoi beaucoup ont survécu à la première nuit, avant d'être fauchés au matin, et quel indice a bouleversé la date officielle du drame. Des pierres ponces tombent comme une grêle de roches. Sous leur poids, les toits craquent, les tuiles explosent, et des familles cherchent une sortie dans une nuit en plein jour. De l'autre côté de la baie, à Misène, l'amiral Pline l'Ancien ordonne au navire de quitter le port. Il ne part pas observer le volcan, il part sauver des vies. Avant la catastrophe, Pompéi est une ville prospère de Campanie, près de Naples. On y vend du vin, du pain, du garum, et les murs parlent déjà avec des graffitis. La ville vit avec une menace qu'elle ne comprend pas. Le Vésuve ressemble à une montagne ordinaire, couverte de vignes, pas à une bombe volcanique. Depuis le grand séisme de 62 après JC, Pompéi répare encore ses temples et ses maisons. Des échafaudages restent debout, comme si la ville n'avait jamais vraiment cessé de trembler. La date exacte est discutée. Longtemps, on a retenu le 24 août 79. Mais des indices archéologiques, dont une inscription au charbon datée d'octobre, suggèrent que l'éruption a pu avoir lieu plus tard dans l'année. Ce jour-là, vers le début de l'après-midi selon le récit de Pline le Jeune, une colonne immense s'élève au-dessus du Vésuve. Elle ressemble à un pin parasol, un tronc sombre, puis une cime qui s'étale dans le ciel. À Misène, Pline le Jeune n'a que 17 ans environ. Il observe le phénomène pendant que son oncle Pline l'Ancien comprend que la baie entière est en danger. À Pompéi, les premiers fragments blancs tombent du ciel. Ce ne sont pas des flocons, ce sont des morceaux de pierre ponce, légers, tranchants, innombrables. La ville doit choisir, fuir sous la pluie de pierre ou se cacher à l'intérieur. Certains partent vers les portes, d'autres descendent dans les pièces basses en espérant que les murs tiendront. Dans les boutiques, la vie s'arrête d'un coup. Des fours restent pleins, des amphores restent ouvertes, des comptoirs attendent des clients qui ne reviendront jamais. Heure après heure, la pierre ponce s'accumule. Elle atteint les chevilles, puis les genoux, puis bloque les portes comme une marée solide. À Misène, un message arrive. Une femme nommée Rectina, menacée près du rivage, demande de l'aide. Pline l'Ancien fait préparer plusieurs navires, pas seulement pour elle, mais pour tous ceux qu'il peut atteindre. Les navires avancent vers la côte sous une pluie de cendres et de pierres. La mer se retire par endroits, les fonds deviennent dangereux et la côte est presque invisible. Pline ne peut pas accoster partout. Il gagne Stabie, chez son ami Pomponianus, pendant que Pompéi, plus au nord-est, s'enfonce dans les dépôts volcaniques. Dans la nuit, Pompéi tient encore. Mais ce répit est trompeur. Au sommet du volcan, la colonne d'éruption devient instable. Quand la colonne s'effondre, des nuées ardentes se forment. Ce ne sont plus des pierres qui tombent, ce sont des vagues de gaz brûlants, de cendres et de débris qui filent au ras du sol. Au matin, les déferlantes atteignent Pompéi. En quelques instants, l'air devient irrespirable, la chaleur et les cendres tuent ceux qui sont restés ou qui tentent encore de fuir. Dans ce qu'on appelle aujourd'hui le jardin des fugitifs, 13 personnes seront retrouvées ensemble. Elles étaient près des remparts,
probablement en train de chercher une issue. À Stabi, Pline l'Ancien tente de repartir par la plage. Selon le récit de son neveu, il s'effondre près du rivage. Son corps sera retrouvé plus tard, sans blessure visible. Pompée disparaît sous plusieurs mètres de cendres et de ponces. Les rues, les maisons, les repas, les gestes de fuite, tout est scellé dans le silence. Au XVIIIe siècle, les fouilles ramènent la ville à la lumière. Puis, en 1863, Giuseppe Fiorelli comprend que les vides dans la cendre sont les empreintes des corps disparus. Il y coule du plâtre et les derniers instants de Pompéi réapparaissent. C'est cela, le vrai vertige de Pompéi. Le volcan n'a pas seulement détruit une cité, il a conservé ses décisions finales. Ceux qui ont fui, ceux qui ont attendu, ceux qui ont voulu sauver les autres sont encore là, figés au seuil de la catastrophe. La coque gémit, la banquise se referme et 2 navires de guerre sont broyés au bout du monde. Restez jusqu'au bout, vous allez découvrir pourquoi l'expédition Franklin n'a pas seulement disparu. Elle a laissé derrière elle un message, des eaux marquées, et un mystère que l'Arctique a gardé plus d'1 siècle. Dans le blizzard, des hommes tirent un lourd canot sur un traîneau, chargé de vivres, d'objets absurdes et peut-être de leur dernière chance. Chaque pas s'enfonce dans la neige, loin des navires qu'ils viennent d'abandonner. Puis, sur une île nue, une main tremblante ouvre un cairn de pierre et y glisse une feuille pliée. Ce papier va devenir la voix des 129 disparus. Tout commence le 19 mai 1845, à Greenhithe, près de Londres. Sir John Franklin, 59 ans, repart vers le nord pour trouver le passage du nord-ouest, la route mythique entre l'Atlantique et le Pacifique. Franklin n'est pas un novice. Il a déjà connu la faim, le froid, les expéditions polaires ratées, mais cette fois, l'amirauté lui donne 2 machines presque invincibles. L'Erebus et le Terror ont été renforcés pour la glace. Coque doublée, chauffage à vapeur, hélice, moteur de locomotive adapté et des conserves pour 3 ans. À bord, il y a 129 hommes. Officiers, marins, mécaniciens, chirurgiens, une petite ville flottante, convaincus de revenir avec la carte qui rendra l'Empire britannique invincible sur les mers. En juillet 1845, des baleiniers les croisent dans la baie de Baffin. C'est la dernière fois que des Européens voient Franklin et ses 2 navires en état de naviguer. Ensuite, silence. Aucun message, aucun navire au retour. À Londres, les mois passent, puis les années, et l'absence devient impossible à expliquer. La première trace réapparaît en 1850 sur l'île Beechey. Des chercheurs découvrent 3 tombes parfaitement alignées dans le gravier gelé. Les noms sont réels. John Torrington, John Hartnell, William Brain. Ils sont morts pendant le premier hiver en 1846, alors que l'expédition était encore organisée, encore disciplinée. Mais les tombes ne disent pas où sont passés les 126 autres. Elles disent seulement que le piège a commencé très tôt. En réalité, Franklin a contourné l'île Cornwallis, puis s'est enfoncé vers le sud, dans Peel Sound. À l'automne 1846, près de l'île du roi Guillaume, la mer se ferme. L'Erebus et le Terror sont pris dans la glace. Pas pour une nuit, pas pour une semaine, pour 2 hivers entiers. Le 28 mai 1847, un premier message est déposé à Victory Point. Il affirme que tout va bien. Il donne des positions, des dates, une routine militaire, presque rassurante. Mais moins d'1 mois plus tard, le 11 juin 1847, Sir John Franklin meurt. La cause exacte n'est pas connue. Alors le commandement passe à Francis Crozier, capitaine du Terror, et à James Fitzjames, capitaine de l'Erebus. Ils héritent d'un cauchemar, des navires immobiles, des hommes qui faiblissent et aucune débâcle en vue. Le 25 avril 1848, le même document de Victory Point est repris. Dans la marge, une nouvelle note est ajoutée. Les navires ont été abandonnés 3 jours plus tôt. Le bilan est déjà terrible. 9 officiers et 15 hommes sont morts. Les survivants partent vers le sud, vers la rivière Back, à plus de 1000 km d'espoir. Des années plus tard, des Inuits racontent avoir vu des hommes blancs avancer péniblement, puis des corps près de la côte. Ces témoignages, longtemps minimisés, guideront les recherches modernes. Sur l'île du roi Guillaume, on retrouve des os humains. Certains portent des traces de coupe.
Les analyses modernes confirment une possibilité longtemps taboue. Dans les derniers jours, des survivants ont eu recours au cannibalisme. Le plomb des conserves, le scorbut, la faim, le froid, l'épuisement, aucune cause unique ne suffit. La catastrophe Franklin semble être une chaîne, chaque maillon refermé un peu plus fort sur les hommes. Puis le mystère change de forme. En 2014, Parks Canada retrouve l'épave de l'Erebus dans le golfe de la Reine Maude. En 2016, le Terror est identifié dans la baie Terror. Les navires ne sont donc pas là où tout le monde les attendait exactement. Quelqu'un ou quelque chose les a déplacés après l'abandon. Glace dérivante, courte remobilisation ou dernier acte encore mal compris. Aujourd'hui encore, chaque objet remonté du froid ajoute une phrase au récit, mais pas le dernier mot. Franklin était parti pour ouvrir un passage. Il a ouvert l'un des plus grands mystères de l'Arctique. Une torche traverse la nuit, puis le toit du palais royal d'Aguateca s'embrase. Restez jusqu'au bout. Cette cité maya figée dans la panique va révéler une vérité bien plus étrange qu'une simple disparition. Dans les ruelles étroites, des familles fuient sans reprendre leurs outils, leurs jarres, leurs ornements. La ville ne se vide pas lentement, elle se brise d'un coup. Au bord d'une falaise, des défenseurs reculent derrière des murs construits à la hâte. En contrebas, la jungle avale déjà les cris. Aujourd'hui, Aguateca dort dans la forêt du Petexbatún, au Guatemala. Mais sous les racines, les archéologues ont trouvé une scène rare, une cité maya abandonnée presque en plein geste. Ce n'est pas toute la civilisation maya qui disparaît. Les Mayas vivent encore aujourd'hui. Ce qui s'effondre entre le 8e et le 9e siècle, ce sont surtout les grandes cités royales des basses terres du Sud. Aguateca est l'une des clés de ce mystère, parce qu'elle n'a pas seulement laissé des temples. Elle a laissé des maisons avec les objets encore à leur place. Dans les années 1990, l'archéologue Takeshi Inomata et son équipe fouillent ces bâtiments brûlés. Ils découvrent des traces de destruction, mais aussi une absence troublante. Presque personne n'est revenu chercher ce qui comptait. Pour comprendre pourquoi, il faut revenir avant l'incendie. Aguateca n'est pas une ville isolée. Elle appartient au monde violent de la région du Petexbatún. Au 7e siècle, une dynastie liée à Dos Pilas s'impose dans la région. Les inscriptions mayas racontent des alliances, des captures de rois, des guerres rituelles devenues de plus en plus dangereuses. Dos Pilas, la grande voisine, finit elle aussi par se fortifier. Des monuments sont arrachés, des pierres sculptées réutilisées dans des murs défensifs, signe qu'une cité n'investit plus dans la gloire, mais dans la survie. Aguateca devient alors une forteresse naturelle. La cité est posée sur un escarpement, protégée par des ravins, comme si ses habitants savaient que l'attaque viendrait. Les archéologues y trouvent des murs défensifs, parfois construits rapidement. Ce détail change tout. L'effondrement n'est pas une lente évaporation, c'est aussi une crise militaire. Puis vient le moment le plus étrange. Les résidences de l'élite sont incendiées, mais les quartiers plus modestes ne montrent pas partout la même destruction. À l'intérieur, on retrouve des palettes de scribes, des outils d'artisans, des objets de prestige. Ceux qui vivaient ici n'ont pas eu le temps de déménager calmement. Cela ressemble à une décapitation politique. On frappe le cœur du pouvoir, on brûle les maisons des dirigeants et la cité perd ce qui la maintenait debout. Mais la guerre seule n'explique pas tout. Au même moment, une autre ennemie avance, invisible, la sécheresse. Les analyses de lacs et de grottes du monde maya indiquent des épisodes de sécheresse sévères entre le 8e et le 10e siècle. Dans des cités dépendantes des pluies et des réservoirs, l'eau devient une arme du destin. À Tikal, Calakmul, Copan ou Palenque, les rois prétendent parler aux dieux et garantir l'ordre du cosmos. Mais quand les récoltes échouent, la promesse royale commence à se fissurer. Les cités se font la guerre pour le prestige, les routes, les captifs, les ressources. Plus la crise dure, plus chaque royaume devient vulnérable aux voisins qui tombent ou qui attaquent. Aguateca montre donc une mécanique terrible. Pression climatique, rivalité politique, guerre, effondrement de la confiance. Pas une cause unique, mais un piège qui se referme. Après l'attaque, Aguateca ne redevient jamais une capitale prospère. La forêt reprend les places, les escaliers, les palais,
comme si la ville avait été interrompue au milieu d'une phrase. C'est là que le mystère se renverse. Les Mayas n'ont pas disparu. Ce sont leurs rois, leurs guerres et leurs grandes capitales du Sud qui n'ont pas survécu à la tempête. Aguateca, elle, reste comme un avertissement gravé dans la cendre. Quand l'eau manque, quand le pouvoir ment, quand la guerre devient permanente, même les cités de pierre peuvent tomber en une nuit. Un homme en armure traverse le boulevard sous une pluie de balles. Son fusil crache en rafale devant les caméras de télévision. Restez jusqu'au bout. Vous allez découvrir comment un simple braquage de banque a forcé la police de Los Angeles à changer pour toujours. Des policiers se cachent derrière leurs portières, armés de simples pistolets 9 mm, pendant que les impacts explosent autour d'eux. Ils tirent, mais les deux hommes ne tombent pas. Au-dessus, les hélicoptères des chaînes locales filment tout en direct. Des millions de gens regardent une fusillade qui ressemble moins à un fait divers qu'à une scène de guerre. Nous sommes le 28 février 1997 à North Hollywood, dans la vallée de San Fernando. À 9h17, deux hommes entrent dans la Bank of America de Laurel Canyon Boulevard. Ils s'appellent Larry Phillips Jr. et Emile Matassareanu. Ce ne sont pas des braqueurs improvisés. Ils arrivent préparés pour encaisser les balles et tenir un siège. Sous leurs vêtements, ils portent des gilets pare-balles renforcés et des protections sur les bras et les jambes. Dans leur sac, il y a des chargeurs, des fusils modifiés et des centaines de cartouches. La banque ouvre depuis peu. À l'intérieur, employés et clients comprennent en quelques secondes que ce braquage n'a rien d'ordinaire. Les braqueurs exigent l'argent du coffre, mais une partie du système de sécurité et les délais internes limitent ce qu'ils peuvent prendre. Dehors, un détail change tout. Une voiture de patrouille passe près de la banque et les policiers remarquent les hommes armés. L'alerte part immédiatement sur les radios du LAPD. Les premières unités convergent vers Laurel Canyon Boulevard, sans savoir qu'elles foncent vers l'une des fusillades les plus violentes de l'histoire policière américaine. Quand Phillips et Matassareanu sortent de la banque, ils tombent sur la police. Ils ne fuient pas en silence, ils ouvrent le feu. Les policiers ripostent avec ce qu'ils ont, des pistolets et des fusils à pompe. Mais à cette distance, contre cette protection, leurs tirs semblent inefficaces. Des civils sont coincés dans leurs voitures, derrière des murs, sous des bureaux. North Hollywood, un matin ordinaire, devient un champ de bataille. Les chaînes de télévision interrompent leur programme. Les images en direct montrent un homme seul, debout en pleine rue, tirant sur les voitures de police. Les agents demandent des renforts, des ambulances, des armes plus puissantes. Certains policiers se rendent même dans une armurerie voisine pour obtenir des fusils capables de rivaliser. Pendant ce temps, Phillips avance près de la banque, blessé mais encore dangereux. Il tire, recharge, puis tente de s'éloigner à pied. À un moment, son fusil s'enraye. Sous le feu policier, Phillips sort une arme de poing. Quelques secondes plus tard, il s'effondre sur le bitume. Matassareanu, lui, tente de fuir avec une voiture criblée d'impacts. Il change de véhicule, mais la zone est verrouillée. La dernière confrontation se déroule près d'un camion et de voitures arrêtées. Les policiers visent les zones non protégées, notamment les jambes. Après environ 44 minutes, le silence revient enfin. 2 braqueurs sont morts, 12 policiers et 8 civils ont été blessés, mais aucun otage ni passant n'a été tué. Les images font le tour du pays. L'Amérique découvre que ces policiers de patrouille peuvent se retrouver dépassés par des criminels mieux armés qu'eux. Après North Hollywood, le LAPD accélère l'équipement de ses unités en fusils de patrouille et en protection plus efficace. Ce matin-là, en direct à la télévision, un braquage a réécrit les règles de la police moderne.